Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. L'histoire criminelle que je vais vous raconter aujourd'hui est une affaire absolument tragique et j'espère qu'elle vous intéressera, donc c'est parti. Colleen Reeser est une magnifique et brillante jeune femme de 24 ans. Elle est née le 13 mai 1989 à Lawrence, au Massachusetts, aux États-Unis. Ses parents sont Thomas Reeser, un homme d'affaires très prospère, et Peggy Reeser. La jeune femme vient d'une famille avec une bonne situation et elle est de religion chrétienne. Elle est l'aînée de la famille et elle a un frère et une sœur. Son frère s'appelle Daniel Reeser et sa sœur est Laura Reeser. Elle est très proche de ses parents et de ses frères et sœurs et ils semblent tous former une belle famille soudée. C'est une femme très intelligente avec un grand cœur. Elle est très amicale envers son prochain et extravertie. Elle a fait ses études à l'école secondaire Andover, puis elle a été au collège Assomption et elle s'est lancée dans une carrière dans l'enseignement. En fait, depuis l'enfance, elle rêvait de faire ce métier. Et son rêve s'est réalisé puisqu'elle a commencé à travailler en tant que professeure de mathématiques au lycée Denver. En plus de son travail, elle poursuivait ses études au Salem State College. C'est une femme qui est plutôt épanouie et qui adore son travail. Elle est décrite comme une excellente enseignante, très dévouée et attentive et très sympathique envers ses élèves qui n'ont que des éloges à faire à son propos. C'est donc une professeure aimée de tous. Ses élèves la décrivent comme toujours positive et heureuse et qui donnait envie à ses élèves d'apprendre les maths. Et alors que tout semblait sourire à la jolie femme, sa vie va malheureusement être brutalement arrachée. Nous sommes le 22 octobre 2013 au Denver High School ou au lycée de Denver et c'est une journée assez typique pour la professeure. Elle vient de finir ses cours et généreuse comme elle a l'habitude de rester plus tard afin d'aider ses élèves. Et le jour-là, elle a demandé à Philippe Chisme de rester afin de lui donner de l'aide avec ses cours et il y avait également un autre élève avec eux. Philippe Chisme, en fait, c'est un étudiant assez timide et il vient d'emménager dans cette nouvelle ville et de base, il est originaire de Tennessee. Et Colleen, elle a essayé de discuter avec lui sur ce déménagement afin de voir comment il se sentait, car un déménagement pour un adolescent, c'est pas toujours évident. Ça représente tout un chamboulement. Elle était très soucieuse et bienveillante envers le garçon, mais celui-ci n'était pas vraiment à l'aise et il ne voulait pas vraiment avoir cette discussion. Colleen l'a donc laissé tranquille. Mais en vrai, Philippe était longuement en train de réfléchir à quelque chose et il avait une idée monstrueuse en tête. Vers 14h54, Colleen se rend aux toilettes et en fait elle est au deuxième étage et elle quitte donc sa salle pour se diriger vers la salle de bain. Elle ne se rend pas compte mais elle est suivie par Philippe. Vous pourriez penser que le jeune homme a lui aussi une envie soudaine d'aller aux toilettes. Mais non, l'adrénaline monte en lui et le garçon n'a qu'une idée en tête, assouvir ses fantasmes pervers. Il a une capuche bleue sur sa tête et il quitte la salle. En fait, il regarde d'abord dans le couloir s'il n'y a personne et il suit de près sa professeure qu'avant de rentrer dans les toilettes, il met des gants. Il entre une première fois dans les mêmes toilettes qu'elle et il la surprend par derrière. Et Colleen n'a pas le temps de comprendre qu'il saisit son cutter et l'agresse avec sauvagement une première fois, une deuxième, puis encore et encore et encore. Le garçon est déchaîné et la professeure est sauvagement brutalisée. Colleen se tord de douleur. Les coups sont de plus en plus violents et rapides. La femme vit un véritable enfer. Le sang gicle partout pendant qu'elle est mutilée au sein de sa propre école en plein jour. Et Philippe n'a pas uniquement mutilé sa professeure, il a aussi abusé physiquement d'elle pour ne pas dire le mot. Il en a profité aussi pour lui voler sa carte de crédit, son iPhone et ses sous-vêtements. Et Colleen, malheureusement, a succombé à ses blessures. Personne n'a entendu la pauvre femme et sa vie s'est tragiquement interrompue alors qu'autour d'elle, tout continuait de se dérouler normalement à l'école. Et Philippe, d'un calme terrifiant, laisse son corps au sol, gisant dans le sang. Il quitte les toilettes avec son pantalon couvert de sang. Après 10 minutes, il rentre à nouveau dans les toilettes où il a changé de veste. Il enroule ensuite le corps de la professeure pour le mettre dans une poubelle de recyclage. Puis il se déplace dans l'école avec le corps de son enseignante en route vers la sortie. Il traverse les couloirs et il parvient à quitter l'établissement.
Une fois dehors, Philippe continue de se promener en râlant la poubelle comme s'il poussait une valise. Et il marche sur un trottoir près d'un piéton qui promenait son chien et qui ne se doutait pas une seule seconde de l'horreur qui s'était passée et de ce qu'il y avait dans la poubelle. Mais son chien, lui, il a aboyé et il s'est agité quand la poubelle est passée à côté de lui. Il a sûrement dû sentir que quelque chose était étrange à l'intérieur de cette poubelle. Puis Philippe a fini par arriver dans une zone boisée derrière l'école où il a laissé le corps de Colline après l'avoir encore agressé. Et Philippe, toujours aussi calme et détendu, il a décidé d'aller au cinéma pour s'acheter un billet avec la carte de crédit de la jeune femme. Et le garçon a donc repris le cours de sa vie comme si de rien n'était. La journée est passée et la famille de Colline n'avait plus de nouvelles d'elle. Ils ont donc commencé à vraiment s'inquiéter, ils ont envoyé des messages, ils ont fait des appels, mais elle ne répondait pas. Ils ont donc contacté une autre professeure de mathématiques qui s'appelle Sarah Giacinta afin de lui demander si elle avait de nouvelles de Colline et si elle savait où est-ce qu'elle était. Mais cette dernière n'avait plus vu la jeune femme depuis l'école et elle n'avait pas de nouvelles d'elle. Et en parallèle, Diana, la mère de Philippe, elle aussi commençait à s'inquiéter puisqu'elle n'avait pas vu son fils rentrer et qu'il ne s'est pas présenté à son entraînement de football habituel. Le personnel de l'école a également été informé de la disparition des deux jeunes gens et tout ce monde-là a commencé à s'inquiéter. Les familles ainsi que le personnel de l'école ont alors contacté la police et lorsque la police a appris ce qui se passait, ils ont trouvé cette affaire de disparition plutôt étrange. Ils se sont alors déplacés à l'école et une fois sur place, les policiers font une sorte d'enquête auprès des professeurs et des élèves afin de leur demander quand est-ce qu'ils ont vu Colline et Philippe pour la dernière fois et s'ils avaient un comportement étrange. Mais personne ne sait où se trouvent les deux jeunes gens. Tout le monde a confirmé avoir vu les deux ensemble après les cours de la salle de classe et que Madame Colline donnait de l'aide à Philippe. Et que la dernière fois qu'on les a vus, c'était au sein de l'établissement. Puis ils ont inspecté les lieux et lorsqu'ils sont partis dans les toilettes, ils ont trouvé une mare de sang ainsi que le sac de Colline et la poubelle de recyclage abandonnée et pleine de sang. Ils ont également trouvé des vêtements ensanglantés appartenant à Colline près du chemin derrière l'école. Les policiers ont donc tout de suite compris qu'ils avaient affaire à quelque chose d'assez grave et qu'il y a eu un crime macabre au sein de l'établissement. Et ils pensaient déjà connaître les protagonistes de ce drame. À la vue de tous ces éléments, les policiers ont d'abord pensé que les deux jeunes gens ont dû être brutalement attaqués et ils voulaient savoir qu'est-ce qui leur était arrivé, où est-ce qu'ils sont passés. Soucieux de mener à bien leur enquête, ils ont donc demandé à l'école les images des caméras de surveillance afin de les visualiser pour voir s'ils pouvaient trouver quelque chose qui pourrait les aider et les guider vers une piste. Et l'école va les fournir et ils vont avoir accès aux caméras de surveillance à 11h45. Et là, ce qu'ils vont voir est une scène effroyable auquel ils n'étaient pas prêts. Les policiers découvrent une vidéosurveillance qui a filmé tous les déplacements des deux protagonistes. Et ces vidéos montrent un couloir devant la salle de classe de Colline et qui peut filmer en direction des toilettes. Ils y voient Colline passer puis disparaître dans les toilettes, tandis que Philippe la suit en enfilant des gants, puis il ressort en changeant de tenue, puis il y retourne avec une poubelle. Il apparaît en plusieurs fois sur les vidéos et il fait des va-et-vient et il est couvert de sang. Puis il change de tenue à plusieurs reprises. Les policiers comprennent immédiatement que Philippe a quelque chose à voir dans la macabre disparition de Colline qui semble avoir vécu un drame et ils détiennent leur suspect. Ils ont aussi questionné une jeune fille qui était dans les toilettes au moment où Philippe y était et avait suivi Colline et elle a vu en dessous d'une porte de cabinet une partie du corps d'un garçon qui était dévêtu de dos, mais elle pensait qu'il changeait de vêtements et au sol elle a vu des vêtements qui étaient posés. Elle ne l'a vu que de dos et elle est donc partie. Et les policiers ont également eu accès à d'autres caméras de surveillance et ils vont voir Philippe en train de pousser la poubelle en dehors de l'école et dans une zone boisée à proximité de celle-ci.
Et pendant que les policiers regardaient les caméras de surveillance, Philippe s'était donc rendu au cinéma, puis il a quitté ce lieu afin de se rendre dans un magasin où il a volé un couteau. Puis Philippe a fait une promenade le long d'une autoroute où il a fini par être interpellé par la police pendant un banal appel de sécurité. Il était minuit 30 à ce moment-là. Ils ont alors interrogé le jeune homme et ils ont fait une fouille assez banale. Ils lui ont demandé sa pièce d'identité et là, ils ont trouvé des choses vraiment intéressantes. Le garçon avait sur lui la carte de crédit ainsi que le permis de conduire de Colin Ritzer. Puis ils ont fouillé son sac à dos et ils ont trouvé les sous-vêtements de la femme ainsi que le cutter couvert de sang séché. Et ils ont trouvé également le sac à main de Colin et ils ont fouillé. Il y avait alors des preuves de plus en plus incriminantes envers Philippe qui le plaçaient inévitablement comme le coupable de sa disparition. Les policiers étaient abasourdis par leur découverte. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient de cette affaire, ils faisaient face à l'horreur. Les policiers ont analysé Philippe et ils ont remarqué que le jeune homme avait du sang sur lui. Et en fait, Philippe ne s'était même pas lavé les mains. Il avait le sang de Colin sur ses mains ainsi que sur ses vêtements. Les policiers lui ont demandé qui était la femme sur les papiers. Et là, avec une froideur incroyable, Philippe a dit « C'est celui de la fille ». Les policiers lui ont alors demandé s'il savait où est-ce qu'elle se trouvait. Et il a répondu calmement « Elle est enterrée dans les bois ». La police avait enfin les réponses à leurs questions et ils avaient officiellement des aveux. Et cette réponse les a glacé le sang. Maintenant, leur mission était de trouver le corps de Colin et ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Ils se sont rapidement rendus sur les lieux que l'adolescent a indiqués, qui était la zone boisée derrière l'école, dans l'espoir de retrouver le corps de Colin. Et ce qu'ils vont découvrir est une vraie scène d'horreur. Il est 3 heures du matin et les policiers, dans la nuit noire, tombent sur un tas de feuilles et dessous se trouve un corps, à moitié nu, et tout près une paire de gants blancs tachés de sang. Comme vous l'aurez deviné, malheureusement, ce corps, c'est celui de Colin. Et le comble de l'horreur, c'est qu'elle a été retrouvée avec une branche dans son intimité. À côté d'elle se trouvait une note écrite à la main disant « Je vous hais tous ». La scène est insoutenable. Après autopsie, on va apprendre que Colin a été agressée au cutter 16 fois et elle était bien vivante quand Philippe a abusé d'elle, pendant qu'il la torturait dans les toilettes. Et lorsque la famille de Colin a appris la tragique mort de leur fille et ses circonstances, ils ont été bouleversés et complètement choqués. Ils n'en revenaient pas que son élève a pu lui arracher la vie d'une telle façon. Ils étaient horrifiés des circonstances de ce drame et ils étaient vraiment inconsolables. Colin avait un avenir radieux devant elle et il a été brutalement arrêté. Tom Ritzer, le père de Colin, a déclaré à propos de Philippe « Je ne lui pardonnerai jamais. Il est mauvais. C'est le mal à l'état pur. » Et pour les élèves du lycée de Denver, cela a été très difficile de continuer les cours après la mort de leur professeur. Ils ont dû rencontrer des psychothérapeutes afin d'en parler et ils ne comprenaient pas comment un tel drame a pu arriver. Toute la communauté était sous le choc et c'était l'incompréhension la plus totale. Et la mère de Philippe était absolument bouleversée et désolée pour tout ce qui se passait. Mais qui est Philippe Chisholm, un adolescent de 14 ans qui a volé, abusé et sauvagement assassiné sa professeure de mathématiques en plein jour dans son école? C'est ce que nous allons voir. Philippe Chisholm est né le 21 janvier 1999 à Clarksville, au Tennessee. En 2013, il a dû quitter le Tennessee pour emménager à Denver, dans le Massachusetts. C'est un excellent joueur de football, mais il n'est pas populaire et il a plutôt du mal à se socialiser. Il est assez renfermé sur lui-même et timide. On va parler un peu de sa famille. Sa mère s'appelle Diana Amanda Chisholm et elle est née le 25 décembre 1978. Sa mère à elle, donc la grand-mère de Philippe, souffrait de dépression nerveuse, ce qui l'a entraînée à être hospitalisée constamment et cela ne l'a pas permis d'élever ses enfants. Et Diana, elle a épousé Stacy Treyman Chisholm en septembre 1998, avec qui elle aura 2 filles et un garçon qui est Philippe. Et le couple a eu une relation vraiment tumultueuse. Ils se sont séparés de nombreuses fois
car son mari était infidèle à plusieurs reprises. Et officiellement, ils ont divorcé en 2015. Et au moment où Philippe a commis le meurtre, sa mère Diana traversait un divorce vraiment difficile. Diana va expliquer aux enquêteurs plus tard qu'elle a eu un divorce très stressant avec le père de Philippe. Son père est un ancien militaire et il vit en Floride selon un oncle de Philippe qui s'appelle Terence. Et son père était violent et abusif. Il avait des soucis d'alcool en fait, et selon les documentaires judiciaires, lors de leur séparation, il a été prouvé qu'il avait accepté de réduire son temps de garde avec l'enfant suite à ses soucis. Et à ce moment, Philippe était âgé de 2 ans. Philippe a donc eu une vie familiale assez difficile en raison de la relation compliquée entre ses parents et qui se disputaient régulièrement et en fait son père était très absent. Et une fois arrivés à Denver, ils habitent désormais dans un appartement au sous-sol de la maison de sa tante sur la rue Riverside. L'élève avait une bonne relation avec sa professeure et comme je l'avais dit, Colleen, elle était très appréciée par ses élèves. Colleen, elle aimait encourager Philippe et elle le complimentait sur ses qualités en dessin. Et en fait, le jour du drame, elle devait aider Philippe à préparer un examen et c'est pour cela qu'ils sont restés après les cours. Et tout se passait plutôt bien jusqu'à ce que Colleen, elle évoque le sujet du Tennessee et donc du déménagement, ce qui a vraiment contrarié Philippe. Elle a beaucoup parlé de ça et il était mal à l'aise. Et l'autre élève qui était resté avec eux le jour-là, et du coup qui s'est retrouvé à être l'unique témoin de ce moment, a déclaré que Philippe a apparemment parlé avec lui-même avant de sortir de la classe et de commettre l'horreur. Philippe a donc été arrêté et placé en détention sans caution après ses aveux et toutes les preuves qui ont été trouvées à son encontre. Et on pourrait croire qu'après cette agression et cette première arrestation, Philippe allait se calmer et en rester là, mais non. En attente de son procès, Philippe a encore fait parler de lui pour une autre agression. L'accident s'est produit en juin 2014. Philippe était dans un centre de détention pour jeunesse et durant sa détention, il a refusé d'assister à des cours, mais on l'a obligé le jour-là. Et une employée des services sociaux de là-bas, qui avait 9 ans, marchait dans le couloir en direction d'une salle de bain dans le vestiaire du personnel. Et Philippe, en la voyant, a enlevé ses chaussures pour ne pas faire de bruit. Il s'est levé pour la suivre. Il avait un crayon dans sa main, il a ouvert la porte du vestiaire. La jeune femme est sortie de la salle de bain en même temps et en tant que prédateur, il a sauté sur elle, il a placé ses mains autour de son cou et il a tenté de l'étouffer, en même temps qu'il a poussé contre le mur. La pauvre femme, complètement choquée, ne pouvait pas crier car Philippe essayait de l'étouffer. Elle s'est débattue de toutes ses forces et Philippe a galéré à accomplir son acte macabre. Il a frappé plusieurs fois au visage, à la mâchoire et à la tête. Quand la femme a réussi à éloigner la main de Philippe de son cou, elle a hurlé plusieurs fois et des membres de l'établissement sont heureusement venus la secourir. Ils ont pu retenir Philippe qui se débattait. Le jour-là, la jeune femme a échappé de près à la mort. Et elle est restée vraiment traumatisée par cette agression. Et il a fallu plusieurs personnes pour attraper et stopper Philippe. Donc rendez-vous compte à quel point il est dangereux. Et quand la victime a été examinée, elle avait des traces de coups sur le visage, la mâchoire et à la tête, mais aussi une égratignure sur le dos qui représentait en fait une déchirure à sa chemise qui serait sûrement provenue du crayon de Philippe. Et Philippe, il n'a donc pas retenu la leçon après son premier crime et cela montre qu'il est vraiment un prédateur et qu'il a des pulsions de meurtre en fait et d'agression sexuelle. Philippe va devoir à nouveau faire face à la justice pour cette agression et cette fois-ci, il est accusé de tentative de meurtre par strangulation, d'intention de meurtre, d'agression avec une arme dangereuse, c'est-à-dire le crayon et par le fait d'avoir poussé plusieurs fois contre un mur qui était un mur de parpaing. Et sa caution, cette fois, a été fixée à 250 000 $ pour ce crime. Et en fait, Philippe, lors de son jugement, il a été jugé uniquement sur le meurtre et l'agression de Colleen Ritzer, et non sur son agression envers l'employé. Pourtant, les circonstances des deux attaques sont similaires et on peut y voir clairement un mode opératoire. Durant son procès, on n'a pas évoqué cette seconde agression car il n'avait pas encore été reconnu coupable pour celle-ci. Le jury a donc préféré se concentrer uniquement sur sa culpabilité dans les accusations face à la mort de Colleen Ritzer.
Plus de 2 ans après les faits, le procès débute alors. Philip Chisholm risque vraiment gros pour le meurtre de Colleen. Les enquêteurs ont récolté de nombreuses preuves à son encontre. L'enquête sur la mort de Colleen a vite été résolue vu que l'on est certain de qui était son coupable, mais son motif reste encore incompréhensible. Il n'a donc pas fallu longtemps au jury afin d'être convaincu de la culpabilité de Philip, et en fait il lui a fallu que 9 heures. Il a été prouvé que son meurtre a été prémédité car Philip avait en sa possession le jour-là un cutter dans son sac d'école, des gants, un masque de ski et des vêtements de rechange. Le jeune garçon avait planifié de commettre un meurtre et il avait tout prévu. De plus, il a gardé avec lui les objets qu'il a volés à Colleen et il y avait les caméras de surveillance qui a servi à cartographier son meurtre atroce, mais aussi le témoignage du personnel et des élèves qui l'ont bien placé comme présent à l'école à ce moment des faits. Et un élément de preuve qui fait froid dans le dos, c'est qu'il a gardé en sa possession les sous-vêtements de Colleen comme un genre de trophée. Et n'oublions pas qu'il a abusé d'elle. Et un fait qui montre encore plus sa monstruosité, c'est qu'il l'a agressée 16 fois avec son cutter et il a laissé son corps avec une branche d'arbre enfoncée dans son intimité après l'avoir abandonnée. 16 fois, c'est un véritable acharnement pour un garçon de 14 ans. Et Philip, à la surprise générale de tous, il a plaidé non coupable face aux accusations. Malgré son jeune âge, il a été jugé en tant qu'adulte au tribunal, vu l'horreur du crime. En fait, dans l'État de Massachusetts, toute personne âgée de 14 ans ou plus qui se retrouve accusée de meurtre est jugée comme un adulte, mais apparemment cette loi a changé en 2013, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Son avocat reconnaît les faits, mais il va essayer de justifier son meurtre en plaidant l'aliénation mentale. Il a apparemment simulé une maladie mentale. Alors je vous explique. Les supposés troubles mentaux de Philip ont été évoqués au procès, puisque l'on a appris qu'il aurait été diagnostiqué une première fois souffrant d'une dépression sévère et une seconde fois pour un court épisode psychotique. Ces faits sont décrits par un psychiatre. Apparemment, depuis ses 10 ans, il souffrait d'une maladie mentale et un psychiatre l'a examiné et a affirmé que oui, Philip était instable et il souffrait probablement de schizophrénie précoce. La docteure Nancy Eben a contre-attaqué en affirmant qu'après plusieurs tests pour des diagnostics psychotropes, Philip tentait en fait de simuler la maladie mentale après son crime atroce. Donc les tests ont bien approuvé qu'il n'en avait aucune. On pense que le divorce de ses parents, la situation avec son père ainsi que son déménagement l'ont beaucoup perturbé et qu'il était déjà instable, mais quoi qu'il en soit, rien ne peut disculper le jeune garçon de ses actions absolument horribles. La préméditation du meurtre rend peu crédible aussi l'aliénation mentale. Le jury n'a pas cru en cette histoire de maladie mentale et a jugé l'acte de Philip comme brutal et cruel. En plus, il n'y avait pas de preuve qu'il avait déjà pris des traitements pour des problèmes mentaux s'il en avait eu. En revanche, la famille de Philip Chisholm, du côté de sa mère, souffrait bel et bien de maladies mentales graves et sa mère a parlé de cela aux policiers durant l'enquête en disant les mots suivants. « Je sais qu'il est capable de craquer. Mon fils aurait pu craquer, et il en est capable. Sa famille a des antécédents de maladies mentales. » Elle a même déclaré que son fils avait déjà frappé un enfant au visage étant plus petit. Elle a dit qu'elle a vu des signes, mais elle n'a rien fait, à part les constater, et elle n'a jamais pensé qu'il aurait été capable de commettre un crime. Le psychiatre de la défense, Dr Richard Dudley, a déclaré que Philip avait des symptômes liés à des traumatismes dans son enfance, qu'il évitait de parler de ces problèmes-là, et il semble se dissocier de son vécu en tant qu'enfant. Mais ce psychiatre n'a pas pu établir clairement quel était ce traumatisme. En 2015, le juge du Massachusetts a reconnu Philip, alors âgé de 16 ans, coupable d'agression physique, pour ne pas dire le mot, et de meurtre au premier degré de son professeur de mathématiques, et d'agression physique aggravée. Il a alors reçu une peine de prison à vie avec une peine de sûreté de 25 ans. En fait, pour les criminels qui sont mineurs aux États-Unis, 25 ans est la peine maximale sans possibilité de libération conditionnelle. Il va devoir également purger 2 peines consécutives de 40 ans de prison pour avoir abusé physiquement de sa professeure et l'avoir volée. Les avocats de Philip ont demandé au juge de le rendre admissible à la libération conditionnelle lorsqu'il aura 40 ans et il pourra sortir de prison d'ici là si la demande est analysée. Mais cela ne veut pas dire qu'il sera automatiquement libéré, il devra bien sûr passer devant une commission. Mais cela me paraît
peu probable vu la gravité des faits pour lesquels il est accusé. La famille de Colin s'est dit soulagée de cette sentence. Diana, la mère de Philippe, est dévastée, mais elle a conscience du drame que son fils a fait et elle a déclaré les mots suivants. Les mots ne peuvent pas exprimer la quantité de douleur et de chagrin de ces 2 dernières années. Il n'y a personne qui a souffert plus que la famille Ritzer. Diana était profondément choquée et blessée des atrocités de son fils. Mais un fait qui a choqué et scandalisé l'entourage de Colin est que Philippe n'a pas été accusé ni jugé pour l'acte horrible qu'il a fait, c'est-à-dire que quand on a retrouvé son cadavre, il y avait une branche dans son intimité et on pense qu'il a abusé d'elle avec la branche. Le jury a jugé que pour cette accusation, il y avait un manque de preuves. En fait, les médecins légistes n'ont pas réussi exactement à déterminer si Colin était bel et bien décédée à ce moment où Philippe a abusé d'elle avec une branche et par manque de preuves, ils ont conclu qu'elle était décédée. Et dans le Massachusetts, il n'y a pas de loi punissant le viol sur un cadavre, de ce que j'ai compris. Et je pense que Colin, elle était déjà morte depuis l'agression dans les toilettes. Philippe a ensuite été incarcéré dans un centre pour adolescents jusqu'à ses 18 ans, mais une fois majeur, il va être transféré en prison. Pour son accusation de meurtre, il a été jugé comme un adulte, mais pour celle de vol et abus physiques, il a été jugé pour son âge. Pour son implication dans l'agression d'une employée sociale, l'affaire est toujours en cours. J'espère que Colin repose en paix. C'était une belle femme avec un joli sourire, je trouve, et ça se voyait qu'elle aimait aider les autres. Et j'espère que sa famille va trouver le courage et la force d'avancer malgré cette tragique perte. Et j'espère surtout que Philippe Chisholm ne va jamais sortir de prison, car je pense qu'il est totalement capable de recommencer à nouveau. Pour conclure sur cette tragique histoire criminelle, Philippe Chisholm, pour moi, c'est clairement un prédateur et un psychopathe. Il a tué Colin car il voulait abuser d'elle et on voit qu'il s'est vraiment acharné sur elle. Pour moi, ce crime est un motif sexuel, car après avoir abusé d'elle et sali son corps, ça ne lui a pas suffi puisque lorsqu'il a abandonné son corps, il l'a laissé avec une branche en elle. Et il l'a fait volontairement. Et pire encore, il a gardé ses sous-vêtements avec lui comme trophée de son acte barbare. La façon dont il s'est promené avec son corps dans le bac à ordures me fait froid dans le dos, et le fait qu'il a recommencé à agresser une employée avec un mode opératoire similaire prouve que c'est vraiment un monstre et qu'il a une dangerosité en lui qui ne va pas se calmer. On n'a pas le nom de l'employé et j'espère qu'il sera condamné pour ce crime également. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même blessé Colin à 16 fois. Il l'a mutilée, il s'est déchaîné sur elle alors que cette femme ne lui avait jamais rien fait. De même pour l'employé, il n'a pas eu le temps de la tuer, mais je pense que si on n'était pas venu l'aider, il aurait abusé d'elle et il l'aurait torturée à mort. Et rien ne peut justifier ses comportements. Je pense par contre qu'il a vraiment eu un passé compliqué et que cela l'a perturbé et a fait naître en lui une certaine haine. Il ne faut pas non plus négliger l'existence des maladies mentales dans sa famille, dont celle de sa grand-mère, et le fait que cela peut être héréditaire, mais les soucis de sa famille et la maladie mentale ne sont pas suffisantes afin de justifier l'acte horrible qu'il a commis. Et pour moi, il a clairement de nombreuses pulsions meurtrières en lui et il ne faut pas le libérer. C'est une menace pour la société et la mort de Colin, c'est vraiment une perte. Elle avait vraiment beaucoup de potentiel en elle et je pense qu'elle apportait beaucoup de joie autour d'elle. C'est ainsi que se termine cette tragique histoire et j'espère qu'elle vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.